Merci, Monsieur le Président. Bonjour tout le monde. Alors, je vais commencer par remercier les organisateurs de ces belles rencontres de m'avoir invité à participer, invité à vous entretenir sur une question qui est d'ordre pratique. Je suis très content de voir qu'il y a une séance qui nous rappelle que la pathologie respiratoire, c'est quelque part une pathologie de l'environnement, en particulier de la BPCO. Moi, je pense que Ali a bien mis les choses au point. Notre appareil respiratoire est largement ouvert sur notre environnement. C'est vrai qu'on est quelque part un petit peu différents les uns des autres, mais face à cet environnement qui devient de plus en plus hostile, de plus en plus agressif, je pense que les dégâts, on commence réellement à les subir de plusieurs manières, en particulier en termes de BPCO. Alors, on va parler d'exacerbation, et c'est un problème qui est pratique, pour nous rendre compte que la vie d'un malade qui a une BPCO est loin d'être un long fleuve tranquille, puisque au-delà de ces petits changements qu'il peut ressentir tous les jours, qui concernent des variations de ses symptômes, de sa fonction respiratoire, il y a des moments qui sont beaucoup plus difficiles, où tout a tendance à s'aggraver. C'est ce qu'on appelle une exacerbation. Et là, vous allez vous rendre compte qu'encore une fois, c'est généralement sous l'effet de facteurs de l'environnement. Vous retrouvez les polluants, mais c'est essentiellement aussi une pollution de nature infectieuse, c'est des virus, c'est des bactéries qui seront à l'origine d'une véritable explosion inflammatoire. Tous les intervenants, tous les acteurs cellulaires sont là, de manière plus ou moins différente selon les sujets. On retrouve les PNN, on retrouve des éosinophiles, mais il faut juste voir la dernière ligne, puisque là, c'est les résultats de cette inflammation, avec des phénomènes de destruction, avec une hyperproduction de mucus, et on va rapidement vers une restructuration des structures pulmonaires, bronchopulmonaires, en termes de remodelage bronchique. En fait, c'est assez logique de penser que derrière tout cela, il va y avoir des répercussions sur le plan fonctionnel, avec une diminution des débits, qui peut être de sévérité différente, mais en tout cas, c'est ce qui explique une augmentation de notre demande ventilatoire, avec de la tachypnée, avec cette sensation d'aggravation d'une dyspnée déjà ancienne. Mais tous ces phénomènes peuvent être portés encore de façon beaucoup plus importante, avec des inadéquations entre la ventilation et la perfusion, une véritable défaillance de la pompe. Et on va être dans la fameuse hypoventilation alvéolaire et apparition d'une hypercapnie. Donc on se rend compte que tous ces phénomènes peuvent se manifester avec des degrés de sévérité différentes. Mais en tout cas, c'est important de parler le même langage pour les définir. Et pendant plus que 3-4 décennies, on s'est contenté d'une définition qui est purement clinique sur une aggravation des symptômes les plus communs, c'est celle d'Anthony Sen, qui a été aussi reprise par les recommandations Gold, mais sur les recommandations Gold, ce qu'il y a de plus, c'est que cette définition où on retrouve la majoration des symptômes va déboucher sur une attitude thérapeutique, donc, puisque c'est lié aussi à la consommation ou l'ajout d'un traitement supplémentaire. Il faut quand même faire la remarque suivante, c'est que ces anciennes définitions, puisque la dernière date de 2022, s'avèrent être plutôt insuffisantes, puisqu'elles sont basées sur des critères diagnostiques subjectifs qui sont très peu spécifiques de la BPCO et qu'il est grand temps de les revoir. Il est classique de classer ces exacerbations selon la sévérité en exacerbation légère ou moi, pour la plupart, très peu rapportée par les patients. C'est juste une petite modification qu'ils vont ressentir ou une petite surconsommation de leur bêta-2 de secours, modérée quand il y a une association à un traitement corticoïde et ou à une antibiothérapie, et puis sévère, c'est généralement
des signes de gravité qui apparaissent et qui conduisent souvent à une hospitalisation. Vous noterez l'importance en termes de fréquence des formes qui ne sont pas forcément rapportées par les patients. Et puis la critique qu'on va faire sur cette façon d'évaluer la sévérité, c'est que c'est a posteriori qu'on va pouvoir évaluer cette sévérité en fonction de ce qu'on a fait, en fonction de la prise en charge. En tout cas, quel que soit le degré de sévérité d'une exacerbation, ce n'est jamais un accident de parcours qui passe comme ça simplement. Tout le monde se rend compte que la récupération après un événement pareil met du temps, facilement 3 à 4 semaines pratiquement. Mais regardez pour la courbe du bas qui concerne les exacerbations non rapportées, on se rend compte qu'il n'y a pratiquement pas de récupération, ou du moins que ça va mettre beaucoup plus de temps. Et d'ailleurs, c'est ce qui ressort de pas mal d'études. On retrouve toujours cette moyenne de délai de récupération de 1 mois, mais ça peut aller jusqu'à 3 mois, 4 mois. Certains même disent que certains patients ne pourront jamais revenir à leur état de base. Parce qu'on se rend compte que surtout pour les formes modérées à sévères, après chaque exacerbation, il est difficile de revenir à son état de base, du moins sur le plan fonctionnel, puisque ce déclin qui définit déjà une maladie comme la BPCO sera encore plus important, puisqu'on va avoir une augmentation de la pente, on va dire, au moins de 25%. Et c'est pour cela que, il était temps de réviser toutes ces définitions et qu'un groupe d'experts s'est réuni à Rome pour essayer de réfléchir de nouveau sur comment définir cette exacerbation et surtout comment on évalue la sévérité. Alors, la nouvelle définition maintenant, c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce qui a été aussi adopté sur la dernière version des recommandations Gold. Donc, une exacerbation, c'est une majoration de la dyspnée, de la toux ou de l'expectoration sur une durée qui devrait être inférieure ou égale à 2 semaines à 14 jours, causée par une infection, la pollution, on la voit encore une fois, ou un autre agent irritant, parce qu'il y a des situations où on a du mal à identifier l'agent causal, qui peut être accompagné de tachypnée et tachycardie. Ce sont des chiffres. S'il faut parler de tachypnée et de tachycardie, ça veut dire qu'il y a déjà quelques éléments objectifs qui définissent cette situation. Tout cela est fréquemment associé à une majoration du syndrome inflammatoire local et systémique. Et tous ces événements, bien sûr, peuvent avoir une gravité extrême en mettant en jeu le pronostic vital. C'est ce qui devrait nous inciter à adopter une meilleure évaluation et une meilleure adaptation, on va dire, du traitement. Et la gravité, c'est la mortalité, en fait, quand on risque après une exacerbation ou après plusieurs exacerbations. Et on sait déjà depuis quelques années que la mortalité, elle est encore plus élevée chez les malades qui font beaucoup d'exacerbations. C'est les fameux exacerbateurs fréquents. Les malades qui en font 3 ou plus que 3 par an ont une forte mortalité. Et puis la mortalité est également liée à la sévérité elle-même de l'exacerbation. Là, vous voyez que des malades qui sont hospitalisés ont déjà une mortalité qui est importante, encore plus si le malade est amené à être réhospitalisé, et là, c'est logique. Alors, ce qui est proposé, c'est quelque chose de pratique, c'est une approche diagnostique, c'est une évaluation de la sévérité qui est assez bien stéréotypée, où il faut commencer tout d'abord par éliminer ce qui ne pourrait pas être une exacerbation, notamment les tableaux d'insuffisance cardiaque, les pneumopathies, les pneumonies, l'embolie pulmonaire, la pathologie pleurale aiguë. Ce sont des diagnostics différentiels, mais aussi, il faut toujours y penser parce que ça peut constituer des facteurs aggravants d'une exacerbation. Et là, c'est très très important parce que ça débouche sur un traitement spécifique et sur une conduite pratique assez spécifique. Sinon, pour la sévérité, on va retrouver les 3 niveaux de sévérité des exacerbations légères, modérées ou sévères. Mais là, il va falloir qu'on apprenne un petit peu ces cataphes, ces niveaux ces chiffres qui vont concerner l'évaluation objective d'un signe clinique comme la dyspnée,
On va devoir revenir un petit peu à nos échelles d'évaluation visuelle analogique, se rappeler que le chiffre 5 va déterminer donc la frontière entre une forme légère et une forme modérée. Le rythme respiratoire, la tachypnée sur un rythme qui va dépasser les 24 cycles par seconde. Le rythme cardiaque également, puisque ça peut aussi aboutir à une tachycardie. La saturation en oxygène, c'est important, mais c'est généralement ce qui définit les formes les plus sévères si la saturation est inférieure à 92%. La CRP, bien que ça n'a pas une grande valeur d'orientation en faveur d'une infection bactérienne, mais ça reste un élément, un bon indicateur pour le degré d'inflammation. Les formes modérées à sévères vont avoir des chiffres qui vont dépasser les 10 mg par litre. Et puis, l'évaluation ou la recherche d'une hypoventilation alvéolaire à travers les chiffres de Capni, plus de 45 mm, et puis un pH acide à 7,34, où généralement les malades vont avoir besoin d'une attitude thérapeutique qui soit beaucoup plus agressive. Et puis, donc, par la suite, on va penser à l'étiologie de cette exacerbation. Donc, comme je l'ai dit, ces recommandations ont été adoptées, on va dire, par le GOLD. Vous le retrouvez dans le dernier rapport du GOLD. Et puis, moi, je pense qu'il faut toujours avoir à l'esprit ces fameuses courbes qui relatent un petit peu le cours évolutif de ces malades qui font des exacerbations, où après une première exacerbation, les malades BPCO vont avoir tendance à faire de plus en plus d'exacerbations et surtout de façon de plus en plus rapprochée. Le dilemme, c'est que la répétition de ces exacerbations seront aussi synonymes de plus de risques de mortalité. Alors, il faut absolument insister sur cette fenêtre intéressante qui va précéder la première, on va dire, exacerbation qui peut durer des années, 4-5 années ou peut-être même plus. C'est une fenêtre intéressante parce que c'est là où vraiment il va falloir mettre le paquet pour prévenir la première exacerbation et bien sûr prévenir toute cette répétition de ces accidents dramatiques. Et on va y revenir. En tout cas, pour parler de la prise en charge de l'exacerbation de BPCO, c'est clair que dans l'immédiat, c'est minimiser l'impact négatif de l'exacerbation. Donc là, c'est le pronostic qui s'impose. Et puis, d'une deuxième manière, c'est réduire le risque de l'exacerbation ou des exacerbations futures. C'est aussi un objectif majeur de la prise en charge de toute exacerbation. Et c'est pour cela que maintenant, par rapport au pneumologue du mois, ces exacerbations, c'est vraiment la priorité, c'est la première chose qu'on va voir, c'est la première chose à laquelle on va s'intéresser pour évaluer un malade BPCE d'une manière générale ou pour démarrer également un traitement. Et vous savez qu'actuellement, c'est ce fameux groupe E dit d'exacerbateurs qui va être vu en premier, c'est ce qu'il va falloir définir en premier, indépendamment de l'importance ou de la gravité des symptômes. Donc il faut toujours répondre à cette question, est-ce que le patient BPCO est exacerbateur ou non? La prise en charge va dépendre de la sévérité. Le plus souvent, elle se fait en ambulatoire pour les formes légères. Toujours utile qu'il faut les connaître, ces formes légères. Et on va se faire en intra-hospitalier, bien sûr, pour les formes modérées et les formes sévères. Juste un mot sur le coût socio-économique, parce qu'une exacerbation, ça coûte la vie des gens, mais ça coûte énormément aussi à la société. Ça dépend des pays. Une hospitalisation, 4 000 €. Alors, je n'oserais même pas faire la conversion en dinars, mais en tout cas, on se rend compte que c'est quelque chose qui coûte énormément cher et c'est toujours intéressant de pouvoir prévenir ces exacerbations d'une manière ou d'une autre. Les malades qui doivent être hospitalisés, c'est logique, ce sont les malades les plus sévères qui ont le plus de symptômes, mais c'est aussi les malades qui ont un profil particulier parce qu'ils sont fragiles, parce qu'ils ont beaucoup de comorbidités et aussi parce qu'ils ont des conditions socio-économiques assez
c'est notre quotidien en Tunisie en particulier. On hospitalise beaucoup de malades juste parce qu'ils ne peuvent pas être bien entourés, ils ne peuvent pas bénéficier d'une prise en charge à domicile comme il se doit. Alors, est-ce qu'il y a des examens complémentaires? On a tendance maintenant à minimiser, je dirais, l'ensemble des examens, des investigations qu'il faut faire. On a besoin certainement d'une biologie courante, la numération avec le taux d'éosinophile, un bilan rénal, le bilan hépatique. Un intérêt particulier, si on a la possibilité d'avoir de la BMP, surtout chez les patients qui peuvent avoir une pathologie cardiaque, c'est juste pour faire la part des choses entre les deux. Les dédimères, les troponines, ce n'est pas intéressant de façon systématique, on les demandera en fonction de la présentation de chaque cas. Et puis encore une fois, la CRP peut garder un petit intérêt pour évaluer le niveau d'inflammation, mais ni la CRP ni la procalcitonine ne peuvent être intéressants ni retenus pour étayer une surinfection. Et là, c'est important d'y penser parce qu'il y a un peu trop de bilans demandés dans ce sens. L'ECG, la radiographie du thorax, c'est quelque chose d'assez commun. Et puis la gazométrie artérielle, chaque fois où la saturation elle est basse. Et on n'est pas amené à faire des examens cytobactériologiques, des crachats, de façon systématique, certainement pas pour les formes les plus légères. Et ça peut avoir de l'intérêt en cas d'échec du traitement. Alors le traitement de l'exacerbation, c'est généralement basé sur des bronchodilatateurs de courte durée d'action, bien sûr auxquels on va pouvoir ajouter autre chose, que ce soit un traitement anti-inflammatoire, c'est la corticothérapie par voie systémique, une antibiothérapie, et bien sûr, sans oublier l'oxygène pour les malades nécessiteux d'une oxygénothérapie. Je n'aborderai pas le problème de l'oxygénothérapie parce qu'on n'a pas réellement assez de temps. Donc, beaucoup de choses sont déjà connues. L'intérêt des bronchodilatateurs, c'est généralement des bêta-2 courte durée d'action, auxquels on peut ajouter aussi des anticholinergiques de courte durée d'action. Généralement, on les administre en nébulisation. Ne pas hésiter à conseiller aux malades chez eux d'utiliser des chambres d'inhalation et ne pas hésiter à aller sur des doses importantes pour obtenir de bons résultats. La corticothérapie systémique, c'est une corticothérapie orale. Maintenant, on sait tous que ça agit de façon assez bénéfique sur cette inflammation, avec une amélioration également de la fonction pulmonaire, de l'oxygénation. Les délais de récupération sont écourtés grâce à cette corticothérapie. On n'a pas besoin de plus de 40 mg généralement par jour en une prise unique et surtout pendant 5 jours uniquement. Ça permet de maîtriser réellement l'inflammation pour ces exacerbations modérées à sévères. Il ne faut pas avoir tendance non plus à négliger ces cures courtes de corticoïdes, notamment chez les malades exacerbateurs fréquents, puisqu'ils vont avoir tendance à recourir à cette corticothérapie plusieurs fois par année. Et il s'avère, comme le démontre ce travail de David Price, que plusieurs cures de corticoïdes, c'est une porte largement ouverte à tous les effets secondaires de la corticothérapie qu'on connaît, qu'ils soient infectieux, le diabète, la cataracte, tout le reste. C'est l'équivalent, je dirais, d'une corticothérapie au long cours. Donc, il faut toujours peser le pour et le contre quand on met des corticoïdes. Alors, l'antibiothérapie, c'est ce qu'il y a de plus controversé, en fait, pour traiter une exacerbation. Elle n'est indiquée que si on est vraiment presque sûr qu'il y a une infection bactérienne, et c'est là où les bénéfices sont là en termes de réduction de mortalité, d'amélioration des temps de récupération et de la diminution des durées de séjour, notamment pour les malades les plus graves. Il faut toujours tenir compte de plusieurs facteurs. On ne traite pas de la même façon une infection en ambulatoire qu'en intra-hospitalier. Il faut toujours tenir compte du profil patient parce que les malades les plus graves, les malades les plus âgés, les plus obstructifs, les malades les plus exacerbateurs risquent d'avoir une écologie bactérienne tout autre. Là, on n'est plus sur l'hémophilus, sur le pneumocoque. C'est là où on risque de nous retrouver avec les bactéries les plus méchantes, en particulier le pucénique, auquel il faut toujours penser, surtout chez un patient qui a déjà eu
une colonisation apucyanique ou des infections documentées apucyaniques, les malades qui ont eu des cures répétées de corticoïdes, là, il faut toujours avoir dans notre champ de mire le pucyanique et essayer d'y aller pour le viser en premier. Bien sûr, il faut tenir compte aussi des interactions médicamenteuses et des phénomènes d'allergie aux antibiotiques. Cette méta-analyse vous permet de voir que pour les formes non sévères, l'antibiothérapie n'apporte pas grand-chose. Regardez bien le diamant, il est pratiquement sur la ligne 1. Il n'y a pas un grand intérêt dans ces cas. Alors que pour les formes sévères, et quand l'antibiothérapie elle est bien indiquée, là c'est un travail de notre ami Samir Nuira de Monastir qui a pu le démontrer et qui démontre clairement qu'il y a un intérêt majeur à mettre une antibiothérapie au cours des exacerbations sévères pour les malades, pour les formes les plus sévères. Quels antibiotiques? Il faut tenir compte de l'efficacité de la tolérance et je pense que l'association amoxicilline acide clavulanique reste quand même assez valable en termes de tolérance, en termes d'efficacité, si on part sur la flore bactérienne la plus commune. Et je pense également que ce qui a été recommandé par la SPLF en 2017 est toujours d'actualité. Si on a assez de preuves, on va dire, en faveur de l'infection bactérienne et s'il y a des facteurs de risque, on peut commencer le traitement par de l'amoxicilline acide clavulanique à 3 grammes. Bien sûr, tout cela peut être revu par la suite et corrigé selon la réponse. Pour parler de prévention, encore une fois, il faut se rappeler de cette fameuse fenêtre qui peut être intéressante pour faire le maximum pour qu'il n'y ait pas de première ni plusieurs exacerbations futures. Il faut toujours avoir à l'esprit qu'il y a des facteurs de risque d'avoir une exacerbation dans la survenue déjà d'une première, puisque l'exacerbation antérieure constitue un facteur de risque. Le reste des facteurs, vous les connaissez, l'âge, l'ancienneté et la sévérité de la BPCO, l'hypertension pulmonaire, les gens qui ont une bronchite chronique, les uniphilies sanguines et les comorbidités. Cette prise en charge, si on pense à la prévention, doit commencer par une personnalisation, on va dire, de cette prévention, tout simplement parce que les BPCO ne sont pas tous identiques et les exacerbations sont généralement très, très hétérogènes. C'est pour cela qu'il faut penser à la présence de ces divers phénotypes qui peuvent être intéressants à considérer, aussi bien sur le plan clinique, sur le plan biologique, et surtout parce que ça va déboucher sur des conduites assez précises. Si on dispose de biomarqueurs qui nous prédisent, on va dire, une réponse plus intéressante aux corticoïdes sur des biomarqueurs inflammatoires, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Donc, comme je l'ai dit, les phénotypes des exacerbations de BPCO découlent de sources déjà des phénotypes des BPCO eux-mêmes. Là, vous voyez qu'on peut avoir des malades BPCO sévères qui ont un tableau très très riche, qui sont très très obstructifs, qui vont avoir tendance à être hospitalisés plusieurs fois pour exacerbation. C'est un profil quand même qui est assez différent d'autres patients BPCO qui auront plus d'emphysème ou qui auront plus de comorbidité, ou même l'hospitalisation peut être due à la comorbidité, et donc il faut en tenir compte. Récemment, on a même pensé à utiliser la tomodensitométrie quantitative. Là, c'est pour étudier la densité retrouvée au niveau des coupes de scanner et pour étudier les gradients de densité. Et là, vous voyez à gauche les zones qui sont en jaune. En fait, ce sont des zones d'atténuation de densité et qui correspondraient en fait à des zones où il y a plus d'emphysème, où il y a plus d'inflammation. Et on se rend compte que c'est quand il y a de l'emphysème et de l'inflammation retrouvées sur ces coupes, ça correspond généralement à des malades qui sont exacerbateurs fréquents. Alors les biomarqueurs de l'inflammation, on les connaît déjà depuis quelque temps. C'est toujours intéressant d'avoir une orientation vers un type particulier d'inflammation, en sachant que il faut avoir aussi une rentabilité intéressante de ces biomarqueurs. Il s'avère qu'en termes de sensibilité et de spécificité, les uniphilies sanguines est quand même assez intéressante pour une orientation qui va déboucher sur un traitement corticoïde.
La prise en compte également du microbiome pulmonaire, parce que là aussi, ce sont des malades qui peuvent être colonisés, ce sont des malades qui peuvent à un moment donné nécessiter une antibiothérapie. La connaissance préalable de ce qui se passe en termes de microbiome chez les malades BPCO est aussi capitale pour la prévention des exacerbations. Alors, les moyens médicamenteux, là, on est dans le traitement de fond de la maladie, puisque un des objectifs principaux de ce traitement, c'est justement de prévenir les exacerbations. Et le traitement de fond, là, maintenant, c'est clair et net que sur les recommandations, notamment les recommandations GOLD, pour ces malades exacerbateurs, ce qui est préconisé, c'est une double bronchodilatation, là-bas, LAMA. Cette association a vraiment fait ses preuves, du moins par rapport à la monothérapie, surtout avec les LAMA, qui ont plus d'action sur la prévention des exacerbations. La place de l'association ou de l'adjonction de corticoïdes est maintenant assez bien définie. De première intention pour les malades qui font beaucoup d'exacerbations, qui ont ce profil d'hyperéosinophilie qui sera franche, supérieure à 300 éléments, et aussi pour les cas un petit peu limites où on peut penser à l'association d'une BPCO avec un asthme. Mais on peut aussi aller discuter une corticothérapie en association pour des malades qui vont avoir plus de sang éosinophile. En tout cas, là, ça concerne essentiellement le traitement d'initiation, parce qu'on peut aller sur une trithérapie, donc en associant une corticothérapie, sur le suivi des patients. Et là, la trithérapie, elle arrive à réduire le risque de décès, toutes causes confondues, le risque d'exacerbation modéré à sévère. Généralement, ce sont des malades qui sont fortement exacerbateurs, qui ont une éosinophilie supérieure à 300, comme on l'a dit, mais aussi il peut être indiqué au cours du suivi s'il y a un échec de la double bronchodilatation et une éosinophilie qui est supérieure à 100 cellules par millilitre. Là, vous voyez que sur le suivi, c'est la place de la trithérapie qui peut apporter des résultats, mais il y a des malades qui vont échapper à cette trithérapie. C'est pour cela qu'il y a maintenant de nouvelles pistes qui vont nous orienter vers un traitement anti-inflammatoire ou vers une antibiothérapie. C'est le cas du roflumilast, c'est l'inhibiteur de la prostaglandine E4. Il est indiqué en cas d'exacerbation récurrente, malgré le traitement, bien sûr, pour les malades sévères, plutôt qui ont un profil bronchite chronique. Mais il ne faut pas trop compter sur le roflumilast pour améliorer la fonction respiratoire. Les macrolides, ça a été débattu déjà depuis quelques temps pour leur effet immunomodulateur également. Ils sont recommandés chez les patients BPCO qui font beaucoup d'exacerbations, je dirais plus que 3 par an. Ça peut être particulièrement intéressant chez les malades qui ont également une dilatation de bronches. Plusieurs protocoles sont proposés, les 250 mg par jour ou les 500 mg 3 fois par jour quand il s'agit d'azithromycine. L'érythromycine également peut être utilisée. La durée du traitement, il faut qu'elle soit vraiment au moins de 6 mois, donc 6 à 12 mois, et ça permet de réduire le risque relatif d'exacerbation avec un odds ratio de 0,8. Il est important de recommander aux patients de s'abstenir de fumer pendant le traitement, sans oublier bien sûr toute la panoplie d'effets secondaires qu'on peut avoir en termes de résistance bactérienne, des répercussions sur l'ECG, l'allongement de QT et la déficience auditive. À part le traitement médicamenteux, la prévention passe obligatoirement par les moyens non médicamenteux, bien sûr le sevrage tabagique, mais également la réhabilitation et bien sûr l'ensemble des vaccinations dont la liste est en train de s'allonger, mais au moins pour la grippe et pour le pneumocoque chez les malades documentés. Juste un mot pour la réhabilitation respiratoire, parce on aimerait bien pouvoir la développer en Tunisie, c'est encore pas ça malheureusement. Elle peut se faire de façon stationnaire ou ambulatoire. C'est au moins 2 fois par semaine pendant 6 à 8 semaines, avec des résultats, je dirais, assez intéressants, au moins sur le plan général, sur le plan de la qualité de vie et sur l'amélioration des performances lors de l'exercice.
Si on parle de pollution, bien sûr, on essaie de tout faire pour éviter cette pollution aux malades BPCO. Au moins, on peut leur indiquer qu'il y a des pics de pollution. C'est ce qu'on peut avoir sur les bulletins météo, c'est ce qu'on peut avoir aussi au niveau des agences de protection de l'environnement. La corrélation entre la pollution et les exacerbations ne fait plus de doute. Ça a été démontré à Amiens, dans pas mal de régions de France en particulier. Tout cela doit être fait en partenariat avec le patient. Donc c'est un partenariat médecin-patient. Et là, les plans d'action, comme ça a été fait pour l'asthme, ont une importance capitale pour la gestion des malades BPCO, en particulier pour la prévention des exacerbations. Ça peut se faire sur des plans d'action papier, comme ce modèle qui a été élaboré par la SPLF. De plus en plus, maintenant, on va sur des applications que les gens peuvent utiliser chez eux, et puis sur une télésurveillance également, un monitoring, on va dire, à distance, ce qui vient d'être communiqué aux dernières journées de l'ATS, par l'oscillométrie à domicile, et même en mettant aux gens un petit bracelet qui permet de détecter toutes ces petites variations. Et bien sûr, c'est intéressant, puisque toutes ces données vont parvenir au niveau du médecin. C'est toujours intéressant, mais on est dans ce concept de télésurveillance. C'est important de pouvoir surveiller nos malades BPCO à distance. Alors, ce qu'il va falloir retenir, c'est que ces exacerbations chez les malades BPCO, c'est essentiellement leur impact qui est important à considérer. Il faut tout faire pour pouvoir les identifier et les traiter de façon précoce. Maintenant, leur prise en charge, elle est bien structurée. C'est une évaluation qui se veut plutôt objective. Leur prévention doit passer avant tout par un phénotypage de la maladie causale, de la BPCO, mais aussi de l'exacerbation. Maintenant, ce qu'on a sous la main en termes de moyens médicamenteux, c'est assez bien codifié, mais à chaque fois, il va falloir les adapter selon le rapport bénéfice-risque. Et puis, au niveau de la prévention, on n'insistera jamais assez sur les moyens non médicamenteux, incluant surtout la vaccination, l'arrêt du tabagisme et de la pollution de l'air, la réhabilitation respiratoire, avec un intérêt majeur des plans d'action personnalisés et accompagnés, notamment en termes d'éducation et de télésurveillance. Je vous remercie. Merci, professeur Hicham Aouina, pour cette excellente présentation, et je passe la parole à la salle. Hadia. Moi, je voulais poser une question par rapport au plan d'action. Est-ce que vous ne pensez pas que, contrairement à l'asthme, là, comme c'est des malades qui sont tout le temps gênés, qui font beaucoup d'exacerbations légères, il va y avoir une surconsommation de corticoïdes dans le cas de la BPCO? Moi, je pense que un des intérêts majeurs, justement, de ces plans d'action, c'est de réduire peut-être le recours aux corticoïdes qui ne sont pas forcément justifiés pour toute exacerbation. Il y a beaucoup d'exacerbations qui ne nécessiteraient pas le recours à une corticothérapie. Donc, le malade doit être bien éduqué sur cela. Il doit surtout avoir des outils assez précis qui vont l'amener soit à prendre un corticoïde chez lui tout seul, mais aussi et surtout à venir voir et consulter son médecin. Oui. Salut. Merci Hichem pour, je ne dis pas tour d'horizon, mais tu as été très complet pour nous parler des exacerbations. Moi, je voudrais te donner mon avis, voir si tu le partages ou pas. Je vais m'arrêter dans la proposition d'Europe. Comme j'ai eu à faire l'exacerbation au Sénégal, donc j'ai lu tout le manifeste. Alors que je dis le manifeste, c'est quand même 8 experts de renom, avec 22 en élargi, qui ont travaillé 4 ans pour mettre 7 critères d'identification de spécificité de la BPCO. Et c'était fait avec une précision. Et tu avais montré quelque chose, une plaque, tu avais montré un algorithme de diagnostic, d'évaluation de la sévérité. Et ça ne te rappelle pas en quelque sorte l'asthme sévère non contrôlé. Et moi, je pense, on dit dans notre langage, donc, je me suis posé la question, pourquoi autant de travail
Pourquoi autant de travail pour faire ça? Et comme par hasard, en même temps, il y a l'étude Boreas, qui est une étude pour étudier les anti-L4 et anti-L13, dans lesquels on a utilisé justement Rome Proposal, la proposition de Rome, pour définir les asthmes sévères, les BPCO sévères exacerbateurs, pour les inclure dans l'étude. Et l'étude, ce n'était pas 2 personnes, c'est 939 et 438 dans le bras, anti-L4 et L5. Donc, je suppose que le Rome Proposal n'est pas applicable, à mon avis, dans la pratique courante. Le seul point peut-être positif, c'est l'acidité qui permet d'emmener directement les gens aux urgences. Mais pour le reste, dans un cabinet, ce n'est pas possible. C'est, à mon avis, un moyen de détecter les patients qui vont être mis sous traitement et de biothérapie. Qu'est-ce que tu en penses de ce travail qui a été fait pour ça? Je suis tout à fait d'accord. De toute façon, tout ce qui sort en termes de recommandations, et ça a été aussi adopté par le GOL, cache pas mal d'intérêt, on va dire, sur le plan industrie pharmaceutique, parce que c'est généralement des solutions qui sont préparées, et même la sélection des malades se fait en fonction de ça. Donc, mais au niveau de l'applicabilité des recommandations, je pense que bon, on a toujours évalué la sévérité d'un malade en exacerbation, mais avoir des niveaux ou des seuils, on va dire, précis pour hospitaliser un malade ou pour aller sur une thérapeutique particulière, ça peut être intéressant en tout cas. Docteur Louzia. Micro, Béchir. Merci Hichem pour cette belle présentation. Je reste sur les recommandations de Rome par rapport aux exacerbations. Et dans les recommandations de Rome, actuellement, on exclut l'embolie pulmonaire, l'infection pulmonaire et l'œdème aigu cardiogénique, enfin. Moi, je pense, ça c'est un avis personnel, ça fait partie, parce que nous, ce que nous traitons comme exacerbation, et quand on parle d'ambulatoire et d'hospitalisation, on est plus dans le cadre de notre BPCO qui s'infecte, qui est viral le plus souvent, ou une petite surinfection bactérienne. Et là, je crois que c'était important de faire la part et de ne plus considérer l'OAP, la pneumonie et l'embolie pulmonaire comme étant des causes, parce que c'est une prise en charge qui est complètement différente. Donc moi, je pense que c'est une notion apportée par les recommandations de Rome et qui va un peu faciliter la compréhension ou le langage entre médecins par rapport à un BPCO qui exacerbe, c'est-à-dire il tousse, il crache, il s'infecte, etc. Et par la pathologie lourde, embolie, OAP et infection pulmonaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça, la voie de ce... Ouais. L'exclusion de ces diagnostics qui sont dits différentiels, elle est déjà ancienne. Hein. On savait déjà que pour parler d'exacerbation chez un malade BPCO, il fallait éliminer l'embolie, la pneumonie et tout le reste. Maintenant, moi je pense que ce qui est important, c'est qu'il faut y penser, il faut les considérer pour dire que ce n'est pas une exacerbation, mais ces situations pathologiques peuvent constituer des facteurs aggravants d'une exacerbation. Et on sait tous que beaucoup de malades qui sont hospitalisés pour une exacerbation de BPCO, qui répond à la définition, peuvent développer justement toutes ces situations en termes d'infection, peuvent faire une embolie, mais c'est des facteurs aggravants. Il faut les prendre en considération en fait. Les choses sont beaucoup plus claires maintenant. Tout à fait.